Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si l'envie te prend, lâche un commentaire ou un pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la rivalité entre deux génies, de moteurs fusées révolutionnaires cachés dans un hangar russe pendant 2 décennies, d'un ordinateur fou et du lanceur le plus puissant jamais conçu. Mais pour ça, revenons dans les années 60. Après le lancement en octobre 57 de Sputnik 1, le premier satellite artificiel soviétique, et en février 58 d'Explorer 1, le premier satellite américain, qui a d'ailleurs permis d'observer les ceintures de Van Allen dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, les États-Unis ont à la fois la possibilité d'aller en orbite et conscience que les Russes ont la même idée. Ils décident donc de créer un programme de surveillance par satellite. C'est le programme Corona, et c'est notamment comme ça que sera découvert l'emplacement du site de Baïkonour, tenu secret par le Kremlin. Parlons donc un peu de la série de satellites Gambit 3. Utilisés à partir des années 60 et jusque dans les années 80, c'étaient des satellites de 3 tonnes équipés d'appareils photo qui, dans les dernières versions, avaient une résolution d'une dizaine de centimètres. Autant dire qu'on n'est pas loin de Google Maps. Après avoir pris ces photos, le satellite larguait une capsule contenant des films photos qui rentraient dans l'atmosphère et qui étaient ensuite récupérés par l'armée américaine. Après un développement manuel des clichés, les renseignements américains avaient alors accès aux infos qu'ils voulaient. Après les premiers succès soviétiques dans l'espace, avec le premier satellite, le premier animal, le premier homme, la première femme, le premier vol à 3, la première sortie extravéhiculaire ou le premier engin à toucher la surface lunaire, les Américains ont mis un petit coup d'accélérateur et Kennedy a annoncé son objectif d'aller sur la Lune avant la fin de la décennie. À ce moment-là, les USA semblaient avoir rattrapé leur retard et même creusé leur avance sur les Russes. Jusqu'à ce que les renseignements américains découvrent, en novembre 67, dans le complexe de Baïkonour, 3 étages d'une énorme fusée alors baptisée Modèle J, couchée sur un bâti tout aussi gigantesque. Le tout était poussé sur 2 voies de chemin de fer parallèles par 2 paires de locomotives diesel. L'engin, gris et blanc, avait un diamètre incroyable. Les estimations lui donnaient 17 mètres, sachant que la Saturn V, elle, en faisait à peine 10. Plus tard, les satellites espions américains apporteront les clichés de la fusée achevée, érigée sur son pas de tir. En étudiant les ombres qu'elle projette au sol, les spécialistes donnent une estimation de sa hauteur. 96 mètres. En y ajoutant la fusée de sauvetage qui n'est pas encore installée lors des clichés, on arrive à 105 mètres, soit seulement 5 mètres de moins que la Saturn V. Il n'y avait donc que peu de mystère sur le but de cette fusée. Il semblait bien que, dans la course à la Lune, les Russes étaient toujours en lice. L'histoire de cette fusée est demeurée secrète jusqu'aux années 80 et la politique de glasnost comprenait de transparence de l'URSS. Dans les années 60, il était clair pour le grand public que l'avancée fulgurante des États-Unis dans la conquête spatiale allait les mener sur la Lune avant les Russes. Ils étaient certes souvent les seconds, mais leur technologie était bien plus aboutie que les vaisseaux et les sondes très rustiques des soviétiques. Et surtout, avec le programme Gemini, il semblait avoir creusé l'écart et le vol circumlunaire d'Apollo 8 en décembre 68 confortait cette opinion. Pourtant, dans les hautes sphères du gouvernement, on n'était pas si sûr de cette avance. Car en développant la fusée Saturn V, les Américains gardaient un œil sur les mouvements qui s'opéraient autour de ce mystérieux mastodonte russe qui semblait les talonner. Et ce n'est que quelques semaines seulement avant les premiers pas d'Armstrong sur la Lune qu'ils ont acquis la conviction qu'ils seraient les premiers. Mais avant de vous en dire plus, on va devoir faire une grosse digression et remonter jusque dans les années 30. En 1929, en Russie, le jeune Sergei Pavlovitch Korolev, qu'on appellera Sergei Korolev, finit ses études d'ingénieur à l'Institut Bauman de Moscou. Je vais maintenant insister pas mal sur le monsieur, parce que sans lui, le programme spatial soviétique n'aurait simplement pas existé. Sergei entre au service d'Andrei Tupolev, le célèbre constructeur d'avions. Dans son bureau d'études, il révèle de grandes qualités, aussi bien intellectuelles qu'humaines, et attire la sympathie de son patron. En 1931, il intègre le RN2I, l'Institut de recherche scientifique sur les moteurs à réaction. Au fait, cherchez pas pour les acronymes, il va y en avoir plein, mais ils viennent du russe, alors ils n'ont aucune correspondance en français. Bref, dans ce bureau d'études, il va commencer à travailler sur des moteurs fusées, notamment des fusées d'appoint pour les avions. Ce sont des moteurs mis à feu lors du décollage pour réduire la distance de roulage au sol et largués ensuite. Disons simplement que Sergei se révèle très doué dans le domaine des moteurs fusées. Le bureau d'études où il travaille est dirigé par un certain Toukachevski. Or, nous sommes sous Staline, et si vous avez bien bossé au lycée, vous savez que dans les années 30, Staline, qui était déjà pas un mec très sain d'esprit à la base, commence à développer une paranoïa qui ne le quittera plus jusqu'à la fin de sa vie. Persuadé qu'on veut l'assassiner et que la moitié du pays complote contre lui, il va commencer à éliminer toutes les têtes pensantes et s'en prend aussi bien aux cadres qu'aux militaires ou aux scientifiques. Ouais, il faisait pas bon vivre en URSS dans les années 30.
D'ailleurs, je sais pas s'il a fait bon vivre à un seul moment en URSS. Bref, Tukhachevski est soupçonné d'être un ennemi de la nation et liquidé aussi sec. Son bureau d'études est alors placé sous surveillance étroite. Un ingénieur qui briguait sa place décide alors de rédiger de fausses accusations contre les responsables du centre de recherche pour se faire bien voir. Ceux-ci sont arrêtés et avouent tout un tas de trucs complètement insensés, à la fois pour éviter la peine de mort et parce qu'on leur arrache leurs aveux sous la torture. Et du coup, ils seront torturés et exécutés quand même. Ah, Staline. Mais avant de se prendre une balle dans la nuque, l'un des deux aura quand même dénoncé Valentin Glouchko, un jeune ingénieur plein de promesses qui faisait partie de leurs subordonnés. Glouchko est arrêté en 1938, avoue plein de sabotages qui n'ont jamais existé, et dénonce à son tour Sergueï. Et là, attention, parce que cette partie de l'histoire commence à être importante. Glouchko est envoyé dans une charachka. C'est une sorte de prison pour ingénieurs. Ça fait partie du système des goulags, mais on garde les gens qui y sont enfermés en suffisamment bon état pour qu'ils puissent continuer leurs travaux pour la mère patrie. Sergueï, lui, se fait maraver sévère lors d'un interrogatoire où il se retrouve avec la mâchoire brisée. Puis on l'envoie dans la Kolyma, le pire complexe de goulag de l'histoire. C'est un ensemble minier situé dans une zone glacée et isolée de Sibérie. Le taux de mortalité y est monstrueux, et n'espérez pas vous en échapper, car autour il y a que des centaines de kilomètres de forêt gelée dans toutes les directions. Notons bien qu'à ce stade-là de l'histoire, ni Glouchko ni Korolev n'ont fait quoi que ce soit de mal, ni leurs supérieurs d'ailleurs. Et on avoue beaucoup de choses sous la torture. Mais je pense qu'on peut comprendre que Korolev en veuille quelque peu à son ancien collègue. Bref, là-bas, il chope le scorbut, et comme s'il lui manquait pas déjà assez de ratiche, il en perd encore la moitié. Mais heureusement, Sergueï a des amis haut placés. Sa mère fait appel à Andrei Tupolev, son ancien patron, qui lui-même va faire jouer ses relations pour sortir Sergueï de là. Il finit par obtenir son transfert et le fait enfermer lui aussi dans une charachka, celle qu'il dirige. Donc bon, Sergueï est toujours en tôle, mais vu qu'on peut pas faire mieux et que c'est son ancien patron qui a la charge de sa zonzon, sa situation s'améliore quand même vachement. Mais son passage par le goulag va quand même lui laisser des traces. Peu après, il est muté dans une autre charachka, où il rencontre son nouveau superviseur, qui n'est autre que... Donc bon, lui et Valentin se tolèrent, et Sergueï se voit attribuer une tâche qu'il connaît bien, celle de développer des fusées d'assistance au décollage pour avions. Il va rester emprisonné jusqu'au milieu de l'année 1945. Là, il est envoyé en Allemagne, où il va avoir pour mission de repomper un maximum d'informations sur les fusées allemandes et recruter un maximum d'ingénieurs de l'équipe de Werner von Braun, qui a déjà été récupéré, lui, par les Américains lors de l'opération Paperclip. En 1946, les relations entre les blocs Est et Ouest se dégradent, et Staline décide de se lancer dans un programme de missiles balistiques. Korolev, qui s'est fait remarquer pour ses talents d'ingénieur, est placé à la tête de l'Institut de recherche scientifique numéro 88, où il a pour tâche de concevoir une version améliorée du missile allemand V2, le R1. Il va donc développer son missile, le R1, qui ressemble de près au V2, puis une version améliorée, le R2, puis une version améliorée de celui-ci, le R3, puis une version améliorée, etc., jusqu'à arriver au modèle R7. Le R7, le plus puissant de ces missiles, est capable de porter une charge de 5 tonnes jusqu'à une distance de 8000 km. Autant dire qu'il fait le boulot pour porter une charge nucléaire. Mais Sergueï n'aime pas les militaires, et il trouve que les missiles intercontinentaux, c'est absurde. En vrai, il est un peu comme Werner von Braun. Lui, son rêve, c'est l'espace. Et s'il faut passer par les projets belliqueux des militaires pour pouvoir développer des fusées, soit. Vous savez, c'est à partir des fusées intercontinentales de la première génération qu'on a pu inventer les outils de la conquête spatiale. Car pour emmener dans le cosmos la charge utile requise, il fallait des fusées performantes. Et lorsqu'on nous demanda de concevoir une fusée intercontinentale dotée d'une tête nucléaire, nous comprîmes que nous allions pouvoir aussi mettre en œuvre certains de nos projets personnels, qui nous tenaient depuis longtemps à cœur. En 1953, Staline casse enfin sa pipe, et la pression se relâche sur tout le pays. Sous Staline, le passé criminel de Sergueï l'empêchait de progresser dans sa carrière. Mais avec la mort du dictateur, ça va vachement mieux pour lui. Il est nommé membre de l'Académie des sciences de l'URSS, en même temps que... Mais bon, ça lui donne plus de moyens pour ses recherches, alors il fait avec, quoi. Dans les années 50, Sergueï a réussi à convaincre les dirigeants de l'URSS de l'intérêt d'un programme spatial. Pour les aspects scientifiques, bien entendu, mais aussi et surtout pour les applications militaires, parce que une fusée, c'est jamais qu'un gros missile. Le voilà à la tête du bureau de recherche expérimentale numéro 1, qu'on abrégera OKB1 à partir de maintenant.
et à la tête duquel il utilisera son missile Semyorka pour faire voler Sputnik, Laika, Gagarin, et il obtiendra la consécration avec les sondes Luna dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur le Lunokhod. En 1959, une commission se réunit afin d'étudier les projets des différents OKB. Korolev y présente un dérivé de son Semyorka qui deviendra le futur lanceur Soyouz. Dans l'OKB 52, Sergueï a un rival, Vladimir Tchelomei. Lui propose un système de lanceur universel qui deviendra le lanceur Proton. Mais un autre projet occupe Sergueï. Il étudie la faisabilité d'un vol interplanétaire, vers Mars et Vénus. Rien que ça. Mais attention, rien à voir avec un projet de base martienne comme chez SpaceX. Il est uniquement question de réaliser un survol de Mars, et éventuellement de Vénus dans un projet plus lointain. Et figurez-vous que survoler une planète, c'est largement moins compliqué que de s'y poser. Donc Korolev travaille à l'élaboration d'un lanceur lourd pour mettre un pareil vaisseau en orbite. Pour son vol interplanétaire, Korolev envisage de mettre 75 tonnes en orbite basse. 15 tonnes pour le vaisseau lui-même et le reste pour le propulser. Une fois sur sa trajectoire, le vaisseau n'aura plus qu'à faire des corrections mineures pour survoler Mars, prendre une trajectoire de retour libre par front gravitationnel et revenir jusqu'à la Terre. C'est ce chiffre de 75 tonnes qui va décider des caractéristiques de sa fusée. Ce gros lanceur, Korolev le baptise N1. Pour le voyage, il envisage le TMK, le vaisseau interplanétaire lourd. Le vaisseau est conçu pour un vol de 3 ans pour survoler Mars, y larguer des sondes automatiques et revenir. Le vaisseau était prévu pour utiliser des moteurs ioniques alimentés par un réacteur nucléaire et abriter 3 cosmonautes dans un espace total de 125 mètres cubes. 125 mètres cubes. Ça fait un cube de 5 mètres de côté. Pendant 3 ans. Mais Korolev n'obtient pas le financement de ce projet, uniquement celui dédié au développement du Soyouz. Tchelomei obtient lui son financement pour le développement de sa fusée Proton. Ah au fait, dans la même période, Korolev demande la création d'une filière de fabrication d'hydrogène pour pouvoir développer des moteurs cryogéniques. Ça lui sera refusé et ça va avoir son importance pour la suite. En 1962, Kennedy annonce vouloir aller sur la Lune. Il faudra attendre 1964 pour que le Kremlin se sorte les doigts du cul et demande enfin à Korolev de se pencher lui aussi sur la question. Il sort alors la N1 des cartons. Le développement commence réellement en 1965, dans l'urgence et avec des fonds largement insuffisants, et Sergueï est investi de la mission de poser un cosmonaute sur la Lune avant les Américains. Sauf que ça fait déjà presque 4 ans qu'ils planchent sur la question, autant dire qu'ils ont pris de l'avance. Sergueï se lance donc corps et âme dans la bataille, bossant jusqu'à 18 heures par jour plusieurs semaines d'affilée, s'entourant des meilleurs ingénieurs qu'il trouve, et comme bras droit, il choisit Vassili Mishin. Premièrement, nous avons commencé à y travailler 4 ans plus tard que les Américains. Deuxièmement, nous n'avions pas d'organisme de coordination comme la NASA, puissant, rassemblant les meilleurs spécialistes travaillant dans ce domaine. Chez nous, c'était « Allez-y, allez-y, on verra après ». C'était le mot d'ordre de notre glorieux parti communiste. Mais en fait, il n'y avait pas d'argent, pas de ressources. Et là, Sergueï a un gros problème. Son lanceur N1 n'est pas adapté à une mission lunaire, et il n'a pas le temps d'en concevoir un autre. Je vous l'ai dit, un survol planétaire, c'est facile, il suffit d'un seul vaisseau et d'assez peu de carburant, puisqu'on fait que passer. Par contre, se poser sur la Lune, c'est une autre paire de manches. Au début des années 60, les Russes comme les Américains ont 3 options viables pour aller sur la Lune. La première, c'est de décoller de la Terre, d'aller jusqu'à la Lune, de s'y poser, d'en redécoller et de rentrer. Et ça veut dire qu'il faut poser l'intégralité du vaisseau sur la Lune, avec tout le carburant pour le retour, le bouclier thermique, etc. Et tout ça, ça fait du poids, donc un vaisseau énorme et donc un lanceur d'autant plus monstrueux. Pour mener à bien un tel vol, les Américains envisageront un temps le projet Nova, bien plus gros et donc plus cher que la Saturn V. La deuxième option, c'est d'envoyer plusieurs vaisseaux en orbite basse en plusieurs lancements, de réaliser un train lunaire et d'envoyer ce train sur la Lune. On peut utiliser de plus petits lanceurs, mais ça demande de faire des rendez-vous orbitaux autour de la Terre. Bon, ça va, on sait le faire, mais si l'un des lanceurs merde, c'est toute la mission qui capote. Et la dernière option, adoptée par les deux pays, c'est d'envoyer 2 modules, dont un seulement se posera sur la Lune et qu'on abandonnera là-bas, avant de rentrer avec l'autre. Ça demande un lanceur beaucoup moins mastoc, mais ça veut dire qu'il faut faire un rendez-vous orbital autour de la Lune, et ça, personne ne sait s'ils vont être capables de le faire. Mais même avec l'option qui demande le plus petit lanceur, il faut quand même une machine énorme. Et pour ça, les 75 tonnes de charge utile de l'AN1 ne sont carrément pas suffisantes. 75 tonnes, c'est assez pour faire un survol d'une planète en trajectoire de retour libre, mais pour aller sur la Lune, il faut freiner pour s'injecter en orbite lunaire, freiner encore pour s'y poser, en redécoller, et finalement redonner une accélération pour quitter l'orbite lunaire et retourner sur Terre. Pour vous donner une idée, la Saturn V américaine emporte 130 tonnes en orbite basse. C'est presque le double de la N1. En plus, la technologie américaine est maintenant largement en avance.
Les Américains ont des infrastructures pour développer et construire des moteurs géants, dont les F1, les moteurs qui équipent le premier étage de leur lanceur. Ils ont aussi mis au point des moteurs cryogéniques, c'est-à-dire des moteurs qui brûlent de l'hydrogène, qui équipent les étages supérieurs de la fusée et qui ont un bien meilleur rendement que les moteurs au kérosène que Korolev doit se taper, puisqu'il n'a pas obtenu la création d'une filière de fabrication d'hydrogène. Les Russes ne maîtrisent pas non plus la technologie des réservoirs de corps pressurisés. Dans le cas de la Saturn V, c'est le réservoir lui-même qui constitue le corps de la fusée. Mais pour ça, il faut maîtriser cette technologie, et c'est pas le cas des soviétiques. Le lanceur de Sergueï va donc devoir embarquer de gigantesques réservoirs sphériques non pressurisés et remplis de kérosène et d'oxygène qui ont un rendement nettement moindre que les moteurs américains. En 1964, Korolev dispose donc des plans d'un lanceur de 2200 tonnes qui peut placer 72 tonnes en orbite basse. Et c'est carrément pas assez. Et si c'était le seul problème? Il se trouve qu'en URSS, un monsieur a le quasi-monopole de la fabrication des moteurs fusées. Donc bon, Korolev demande à Glushko de lui développer un moteur pour sa fusée. Glushko dit « D'accord, on va créer un moteur qui va cramer de l'acide nitrique et de la diméthylhydrazine. C'est hautement toxique, extrêmement dangereux à manipuler et ça a toutes les chances de péter en cours de route, mais le rendement est super bon, alors YOLO !» Et là, Sergueï dit non. Juste non. Déjà que concevoir un engin aussi énorme, ça va pas être de la tarte. S'il faut ajouter à ça un carburant super dangereux et toxique, tout le monde sera mort avant de voir le truc décoller. Ajoutons que Glushko aimerait bien voir la N1 ne jamais naître. Et il s'est associé au rival de Korolev, Tchelomei, pour proposer un projet encore plus gigantesque que la N1, le lanceur UR-700, qui permet un atterrissage direct sur la Lune sans passer par un rendez-vous orbital. Et le tout en cramant des milliers de mètres cubes d'acide nitrique et d'hydrazine. Donc les deux hommes se disent mutuellement d'aller se faire foutre. Bon, le projet UR-700 n'ira bien évidemment pas très loin, mais le projet UR-500, lui, donnera la fusée Proton et Glushko va continuer à produire des moteurs pour cette fusée. Mais Korolev, lui, il se retrouve dans la merde, parce qu'il a personne pour lui développer ses moteurs. Donc il se tourne vers l'OKB 276, dirigé par Nikolai Kuznetsov. Ce monsieur a zéro expérience dans les moteurs fusées. Par contre, il est plutôt bon pour les moteurs d'avion. C'est lui qui a conçu les moteurs du premier bombardier intercontinental russe, donc bon, normalement, il gère. Et puis après quelques études préliminaires, il trouve que finalement, les moteurs fusées, c'est pas beaucoup plus compliqué à développer que les moteurs d'avion. En gros, le mec est confiant. Donc Sergueï laisse Kuznetsov concevoir un moteur et se repenche sur son lanceur. Pour l'améliorer, il va devoir faire avec les moyens du bord. Donc il va prendre pour première décision de refroidir l'oxygène et le kérosène avant de les injecter dans les réservoirs. Comme ça, il pourra en mettre plus. Ensuite, va falloir voir avec les moteurs de Kuznetsov. Et là, c'est la merde. Les Américains ont injecté 2967 millions de dollars dans le programme Apollo jusque-là. Je vais autant vous dire qu'à ce prix-là, ils se sont payés de jolies usines pour fabriquer des moteurs monstrueux. Et pendant ce temps-là, les Russes, donc Kuznetsov n'est pas en mesure de lui fabriquer des moteurs géants. Korolev va donc devoir utiliser de petits moteurs, mais en mettre plus. Et au total, il va devoir en mettre 30. Et le problème avec 30 moteurs, c'est qu'on multiplie par autant le risque qu'un truc merde. Et si un truc merde dans des machines de ce genre, c'est rare qu'il merde tout seul. Bon, en parallèle, ça a un avantage. Vu la redondance du système, une pareille fusée peut se permettre de perdre quelques moteurs et continuer à voler. Enfin, si rien d'autre n'explose au passage. Mais même avec 30 moteurs, la poussée de la fusée n'est toujours pas suffisante pour l'arracher au sol. Et on peut pas en mettre plus. Donc Korolev va demander un truc complètement fou à Kuznetsov. Tellement fou que jusque-là, on pensait que c'était tellement compliqué qu'on n'avait même pas étudié la question. Ni chez les soviétiques, ni chez les américains. Prenez un moteur fusée normal. Plus la pression dans la chambre de combustion est grande, meilleure sera la poussée. Donc pour avoir une méga pression, on injecte les ergols avec des turbopompes. Mais ces turbopompes, pour les faire tourner, il faut une turbine. Et cette turbine, elle bouffe une partie des ergols. Ensuite, les gaz de combustion sont évacués. C'est ce qu'on appelle un cycle ouvert. C'est bien, ça marche, mais niveau rendement, c'est un peu pourri. Et Korolev ne peut pas se le permettre puisqu'il sait plus où foutre des moteurs sur sa fusée et qu'il a ni le temps ni les moyens de développer un moteur géant. Il demande donc à Kuznetsov de créer un système avec un cycle fermé, où les gaz de combustion de la turbine sont réinjectés dans la chambre de combustion, augmentant ainsi la pression et améliorant significativement le rendement, en même temps que les risques d'explosion. Les moteurs à cycle fermé demandent une très grande maîtrise du cycle de combustion et un contrôle total de la température et de la richesse des mélanges. Et comme au début, c'était pas le cas, Kuznetsov a cramé pas mal de bancs d'essai. Développer un moteur comme ça prend du temps et malheureusement le temps c'est une denrée précieuse. Mais tout ne se passe pas mal.
L'expérience de Kuznetsov dans les moteurs d'avion et sa méconnaissance des moteurs fusées lui donnent une approche novatrice du problème. Il remarque notamment qu'il y a de grosses similarités entre les turbines de turbopompe de moteurs fusées et les turbines d'avion. Dans les deux cas, il faut se battre pour en garder le poids le plus faible possible. Donc sur son moteur, il fait fonctionner toutes les turbines sur le même arbre. Ça réduit la tuyauterie, augmente la fiabilité et réduit le poids. Le moteur se retrouve super compact et plutôt élégant au regard de ce qui se fait alors à cette époque. En 1966, le problème du cycle fermé est résolu et Kuznetsov est fier de présenter à Korolev le NK15 pour Nikolai Kuznetsov 15. Ouais, là l'acronyme y marche. Le cycle fermé du NK15 lui donne un rendement 25% supérieur au précédent design. La N1 pèse maintenant 2700 tonnes, possède des moteurs et est devenu le lanceur le plus puissant de l'histoire. Parce que si la Saturn V a une poussée de 3440 tonnes, la N1 avec ses 30 moteurs à cycle fermé, elle, en accuse 4620. Malheureusement, cette poussée gigantesque n'est pas suffisante pour mettre la même charge utile en orbite à cause des performances limitées des étages supérieurs qui n'ont pas de moteur cryogénique et des réservoirs sphériques non pressurisés. Avec ces nouveaux moteurs et les améliorations apportées par Korolev, la charge utile de la N1 passe néanmoins de 72 à 95 tonnes en orbite basse. C'est toujours moins que la Saturn V, mais c'est suffisant pour envisager une mission lunaire. Le planning prévoit les premiers essais pour 1966 et le premier alunissage pour 1968. Mais le projet va prendre un sacré coup dans l'aile en début d'année. Depuis quelque temps déjà, Korolev a de graves problèmes de santé, dont des hémorragies intestinales extrêmement douloureuses. Ajoutez à ça ses journées de 18 heures, le stress provoqué par son rôle clé dans le programme spatial et le bordel total du système soviétique, et vous comprenez que début 66, il va vraiment pas bien. Ça fait quelque temps déjà qu'il a des problèmes d'ouïe, de maux de tête, des baisses de tension et même des problèmes cardiaques. Après quelques examens, ses médecins lui trouvent un polype intestinal et décident de lui retirer. C'est une opération bénigne et Korolev a d'ores et déjà prévu une petite fête chez lui après l'opération, le 14 janvier, pour fêter ses 59 ans. Le 11, il entre au bloc opératoire. C'est le ministre de la Santé en personne, son ami le chirurgien Boris Petrovski, qui l'opère. Il est souvent dit que l'URSS a perdu son ingénieur en chef du programme spatial lors d'une intervention de routine. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. L'opération ne se passe pas comme prévu. Déjà, vu qu'il a la mâchoire dans un sale état depuis son passage à tabac et son séjour au goulag, et qu'il a un coup très court, on peut pas l'intuber. Donc il lui faut une trachéotomie. Et puis il a des problèmes de cœur, donc l'anesthésie générale, vu sa condition, c'est pas top. Mais bon, pas le choix. L'ablation du polype provoque une hémorragie que le chirurgien n'arrive pas à juguler. Et pendant l'opération, il découvre un cancer de la taille du poing sur son plancher pelvien. Il faut lui enlever, et pour ça, il faut procéder à une ouverture de l'abdomen qui n'était pas prévue. Devant l'ampleur du bordel, on appelle en renfort un autre ami de Korolev, Alexander Vishnevsky, spécialisé dans les cancers. Mais il est trop tard. Après 4 heures d'anesthésie générale, le cœur de Sergei Pavlovitch Korolev lâche et ne redémarre pas. Sergei a droit à des funérailles nationales. Ce n'est qu'à sa mort que le monde apprend son nom. Auparavant, il était gardé dans l'anonymat le plus total. En parlant de lui, on ne parlait que de l'ingénieur en chef. Il avait des entrées directes au Kremlin et tenait le programme spatial sur ses seules épaules. Non, sans deck. Aux États-Unis, ils avaient la NASA tout entière. En URSS, ils avaient Sergei Korolev tout seul. Il n'était pas juste le pendant russe de Werner von Braun, il était le pendant russe de la moitié du programme spatial américain. Il a fait plus qu'eux, avec une fraction seulement de leurs moyens et avec des compétences hors pair en ingénierie. Autant dire qu'il était étroitement protégé. En fait, le Kremlin craignait surtout une tentative d'assassinat sur sa personne par les États-Unis. Il devait donc rester le plus discret possible. Je vais encore un peu vous parler du bonhomme, parce que pour moi, c'est un personnage important. Korolev applique une politique de développement différente de celle utilisée aux États-Unis. Il se base sur du gros matos, bien lourd, bien rustique, mais bien fiable, et les simulations, c'est pour les lopettes. Chez Sergei, on construit le vaisseau, on le lance, et si ça marche pas, on recommence. De fait, tout est basé sur les vols test grandeur nature. Là où aux États-Unis, on teste les systèmes un à un, chez Korolev, on teste le vaisseau tout entier. On retrouve ce côté très roots dans les vaisseaux eux-mêmes qui sont réduits au strict essentiel. De toute façon, il n'y avait pas trop le choix vu les moyens financiers et le retard technologique de l'URSS. Mais ça l'a pas empêché d'être le premier partout. Vous pourriez avoir de ce mec l'image d'un homme bourru, d'un ingénieur froid, la caricature du russe quoi. Sauf qu'en fait non. Il avait certes une forte personnalité et des qualités de chef indéniables, dont une détermination sans faille et un perfectionnisme jamais satisfait, mais ceux qui l'ont côtoyé décrivent un homme adorable, très humain, pour pas dire émotif. Il avait par exemple l'habitude de déjeuner avec ses subalternes et prenait régulièrement le pouls de son équipe. Il était jovial, discutait volontiers et avait beaucoup d'humour. L'archétype du bon gars, quoi. D'ailleurs, ceux qui ont partagé un repas avec lui ont dit qu'il avait une manière particulièrement consciencieuse de ne rien laisser derrière lui, pas la moindre miette de pain, une habitude qu'il avait sûrement acquise lors de son séjour au goulag. Bref, au début de l'année 1966, Sergei Pavlovitch Korolev n'est plus, et son départ laisse un énorme foutoir dans le programme spatial. Je vous l'ai dit,
il le tenait à lui tout seul sur ses épaules. Son poste est proposé à nombre de ses collaborateurs, mais tous le refuseront. Tous, sauf un. Son bras droit, Vassili Nishin. Et Nishin n'a ni le charisme, ni les entrées de Korolev au Kremlin. Et comme dans l'ensemble, la politique c'est pas son truc, il n'aura pas la facilité de Korolev à dénouer des blocages au niveau des dirigeants, et se retrouvera donc souvent coincé par des défauts d'autorisation ou des conflits dans le parti communiste. Certains signes avant-coureurs annonçaient une crise. La crise qui a frappé la spationnautique de notre pays a été aggravée par les méthodes de commandement de nos dirigeants. Ce n'est qu'après être devenu constructeur en chef que j'ai vraiment pu juger et apprécier Korolev. Il a vraiment tout assumé. Mais nous ne l'avons réalisé qu'à sa mort. Car, à partir de là, il devenait clair que nous ne pouvions pas continuer avec les mêmes structures. Et pourtant, c'est maintenant à lui de porter le projet lunaire sur ses épaules. Vous connaissez maintenant le papa de la fusée N1, le lanceur le plus puissant de l'histoire, et la rivalité entre Korolev et Glushko. Mais je ne vous ai pas encore parlé ni de l'ordinateur fou, ni des moteurs révolutionnaires planqués dans un hangar secret. Sans compter que la N1 n'a pas encore volé. Donc tout ça, ça sera pour la suite de l'épisode. En attendant, levez les yeux au ciel et soyez astronogeeks. À la revoyure.